suis un peu dans le même mood que Gabrielle ce matin qui disait qu'elle s'éloignait de la théorie. J'ai un peu fait ça aussi, fait que c'est vraiment mon instinct, mes observations sur les réseaux sociaux, dans la culture et mon propre mode de vie. Donc, on pourra s'obstiner après si vous voulez. Donc, la communication que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui commence avec un breaking news. Les femmes se masturbent. Pour la majorité des personnes présentes à ce colloque, j'ose croire que ce n'est pas une grande nouvelle, mais que la question semble encore en perturber plusieurs lorsqu'on s'éloigne ne serait-ce qu'un peu des milieux féminins ou féministes. La sexualité féminine, malgré quelques avancements, est un sujet qui demeure encore assez méconnu, voire tabou. Lorsqu'on en parle, un trop grand nombre de personnes pensent encore uniquement qu'au caractère procréatif de la sexualité des femmes. On imagine une identité sexuelle hétéronormative, homme plus femme égale bébé. Autrement dit, la pensée générale croit que si la femme a des relations sexuelles, c'est surtout pour concevoir un enfant ou pour vivre son amour avec l'autre. On écarte presque systématiquement le désir des femmes pour l'exploration personnelle et le plaisir. Cette stigmatisation de la sexualité et spécifiquement de la masturbation féminine ne date pas d'hier. À l'époque des chasses aux sorcières, plusieurs femmes ont péri au bûcher car on les accusait d'entretenir des relations intimes avec le diable. Angèle de Labarthe, par exemple, est l'une des premières sorcières à avoir été brûlée sur la place publique car elle, je cite les ouvrages, avait des relations sexuelles avec Satan. Son histoire est celle de plusieurs. Si l'on accusait ces femmes de sorcellerie et d'interaction avec les forces sataniques, c'est souvent parce qu'il s'agissait de femmes seules, à comprendre ici célibataires ou vieilles filles, comme le dirait l'expression bien péjorative, et qui avaient des relations sexuelles hors mariage, ce qui était bien outrageux à l'époque. Ces femmes étaient indépendantes, avaient des relations avec qui elles voulaient, pratiquaient une médecine naturelle en marge de la médecine scientifique, d'ailleurs pratiquée par des hommes, et elles s'occupaient de leur bien-être elles-mêmes. C'est pour ces raisons qu'on les diabolise en leur attribuant le titre de sorcière, tout comme certains ont tendance à diaboliser les femmes lesbiennes en les traitant de sorcières qui préfèrent à la compagnie des hommes, la compagnie de leur sororité ou de leur coven, qui signifie rassemblement de sorcières pour emprunter le terme approprié. Toutes ces accusations de sorcellerie nous mènent à nous questionner de la même façon que Lisa Simpson dans l'un des épisodes de la populaire série animée The Simpsons. Why is it that when a woman is confident and powerful, we call her a witch? Ma communication se divise en deux parties. La première abordera la représentation des sorcières dans les films. Si le cinéma grand public nous offre des œuvres comme The Craft, qui, bien qu'excellente, offre une vision très gothique et cliché de la sorcellerie et des sorcières, les films plus en marge comme The Lords of Salem, sorti en 2012, ou encore The Witch, paru en 2015, mais diffusé officiellement en 2016, présentent les sorcières d'une manière beaucoup plus érotisée, comme le veut la tradition moyen-âgeuse. Dans le monde des arts visuels, la sorcière a souvent été représentée faisant le sabbat, comme dans le sabbat des sorcières de Hans Bildungsgreen, ou dans l'œuvre du même nom peinte par Goya en 1798. Mais la sorcière est d'autant plus représentée à l'ère du numérique où abondent sur les fils d'actualité des photos et des gifs qui amalgament sorcellerie et érotisme, comme le montrent les différentes pages Facebook dévouées au partage d'images gothiques telles que Satan Girl et Satanic Gold Girls, à laquelle Joyce et moi sommes régulièrement dessus. Ou encore les comptes Instagram d'illustratrices comme Mélodie Perrault, que vous connaissez probablement déjà, ou Stellar Luna. La seconde partie de cette présentation se penchera sur ces différentes représentations des sorcières dans les médias sociaux. Si je m'intéresse spécifiquement aux représentations visuelles des sorcières et de la sexualité féminine, c'est bien parce qu'il me semble beaucoup plus percutant de montrer cette réalité par le biais de la photographie, de l'illustration, de la vidéo, que de simplement en parler. Comme le dit si bien dicton, une image vaut 1000 mots. Alors qu'un bref survol des différentes représentations des sorcières dans l'histoire de l'art et du cinéma montre bien qu'on associait sexualité féminine et diablerie en qualifiant les femmes épanouies sexuellement de sorcières et de déviantes sexuelles, les créations contemporaines qui sont partagées sur les différents sites, blogs et réseaux montrent plutôt une réappropriation de la sexualité féminine et de l'image de la sorcière. En revisitant la représentation de la sorcière et de la masturbation féminin, les jeunes artistes incitent sur le fait que la femme libre sexuellement n'est pas déviante, mais bien ingouvernable. Alors que la sorcière était auparavant généralement dépeinte en laidronne, elle est désormais devenue une sorte de femme fatale, forte et indépendante. La figure de la sorcière, fille ou amante de Satan, s'est transformée en une image extrêmement forte qui gagne donc en popularité dans les œuvres contemporaines. En étudiant les différentes représentations des femmes sorcières dans la culture populaire, nous pourrons tracer le parcours de ces femmes ingouvernables du ballet au Michel. L'auteur Alice Nikolov montre bien la situation actuelle de la pensée générale entourant la sexualité féminine dans son article « Female Masturbation can apparently open a portal to hell ». Elle explique d'abord que l'émancipation sexuelle des femmes dans les sociétés libérales est un grand avancement,
mais que cet épanouissement s'accompagne d'un gros problème, et elle dit, je cite, ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais en public, Unfortunately, as we've started to talk more about female masturbation and orgasm in more open, positive ways, the backlash from Puritans, misogynists, and religious fanatics, or a combination of all three, has also become more apparent. Elle poursuit en racontant le cas de l'auteur catholique Mac Major qui a écrit dans une lettre ouverte Masturbation is a direct path to Satan. There is nothing normal about it, whether you want to accept it as a fact or not. Those sex doors are an open portal between the demonic real and your own life. Dans l'article, Alice Nikolov répond aux commentaires de Major en disant, je cite, While it's easy to laugh at this sort of chat and to pigeonhole this loser as a religious crazy, the underlying message isn't humorous. We have to talk about the far more serious issues raised through his vitriol, which is focused primarily on women. Sure, most people don't actually think that a woman masturbating will see Satan rise up and spirit you off an eternity of fire and brimstone, but this attack is just part of a larger, far more serious problem. While we might like to think that medieval patristic discourse, where female sexuality is defined in terms of greed, insatiability, and animalism, has disappeared, people like Major show us clearly it has not been entirely eradicated. La masturbation féminine est donc évidemment encore largement critiquée, que ce soit par les puristes ou le public général. Les femmes qui se masturbent sont invitées à ressentir de la honte. De nombreux textes publiés récemment abordent la question. Le populaire blog Ton Petit Look y a notamment voué un article, alors que l'abécédaire du féminisme explique que la vulve est elle-même carrément honteuse, selon l'étymologie. Je cite l'ouvrage. Le mot est peut-être moche, mais son équivalent en latin n'est guère plus réjouissant. Pour dire vulve, on dit pudendum féminimum, ou pudendum signifie partie honteuse. Ça explique peut-être pourquoi peu de femmes accepteraient de prendre la pose du modèle L'origine du monde de Gustave Courbet. En fait, ce qui perturbe avec la masturbation féminine, ce n'est pas le geste en soi, c'est plutôt ce que représente cette action. L'auteure Christina Vassilou explique bien cette idée. Elle écrit dans l'un de ses articles, je cite, Women proudly owning their own sexuality and knowing their own bodies and sexual responses in an intimate way is often, at the very least, overlooked and at its worst, rejected, looked down upon, or punished. We are socializing young women in schools, professionally, and in this case sexually, to not trust themselves and their knowledge and experience, and instead to defer to the knowledge and experience of the men around them, whether it's their fellow students, colleagues, or sexual partners. On comprend donc que ce qui pose le problème avec la masturbation féminine, ce n'est pas vraiment le caractère sexuel de l'activité, mais bien le fait que les femmes qui la pratiquent manifestent clairement une force et une indépendance qui les dérangent, et c'est pour cette raison qu'on les diabolise. Le film The Witch, présenté pour la première fois en 2015, montre bien cette diabolisation de la femme. Inspiré des légendes et des récits de la sorcellerie recensés dans les journaux intimes et d'autres documents historiques, ce film de nature historique, évidemment, exploite de nombreux stéréotypes de la sorcière, y compris ceux liés à l'érotisme. On y retrouve plusieurs clichés, le bouc noir qui incarne Satan, la sorcière qui fait peur aux enfants, le rituel du sabbat, etc. Pour bien vous situer, il faut dire que cette œuvre cinématographique raconte l'histoire d'une famille qui demeure en campagne de la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Au sein de cette famille, on retrouve une jeune adolescente qui se fait guider pour devenir mère de famille. Cette dernière doit accomplir les tâches de la maisonnée tout en surveillant les enfants. Au cours du récit, on comprend que l'adolescente entretient une relation particulière avec le bouc noir nommé Black Phillip. Et à la fin du film, à la suite de nombreuses péripéties, l'animal qui, on comprend bien, incarne Satan, tue les deux enfants, ainsi que le père, avant que l'adolescente ne tue sa mère et ne se dénude pour aller rejoindre les sorcières qui font le sabbat dans la forêt. Voilà la métaphore parfaite de l'émancipation de la femme de son rôle de mère et de ménagère. Je ne pouvais pas vous parler de ce film-là sans vous montrer la scène extrêmement culte du sabbat, donc ça dure 3 minutes, mais je vais vous le montrer pareil parce que c'est vraiment cool. Le film rappelle aussi l'un des plus grands mythes de la sorcière, soit celui qui raconte que ces dernières se masturbaient et se droguaient en déposant sur le manche de leur balai des drogues destinées à être absorbées par les muqueuses vaginales. Comme vous le voyez pas à l'écran, on est supposé le voir, mais le film est vraiment sombre. Le créateur du film The Witch n'a pas manqué de bien montrer ce mythe dans son œuvre. En s'enivrant de la sorte, les sorcières, semble-t-il, atteignaient un niveau spirituel leur permettant de communiquer avec le diable. Cette liaison entre masturbation féminine et satanisme nous révèle à quel point, depuis la nuit des temps, il est mal vu pour une femme de se donner à des plaisirs intimes, surtout avec des jouets, comme un balai ou un godemichet. D'ailleurs, on note que la sorcière n'est pas une jeune femme séduisante, mais plutôt une vieille sorcière enlaidie. Comme pour nous dégoûter du geste masturbatoire, la scène n'est pas du tout présentée de manière érotique, elle est plutôt étrange et obscure, si bien qu'il y a peu d'éclairage lors de cette scène,
comme quoi on insiste sur le fait qu'il ne faut pas montrer la masturbation féminine. La dernière scène du film The Witch dont je voudrais vous parler est celle où la mère rêve qu'elle allaite en souriant son fils disparu, récemment kidnappé par une sorcière. Le rêve tourne rapidement au cauchemar lorsque la mère remarque qu'elle est plutôt en train de se faire picorer les seins par un corbeau. Les rires quasi diaboliques et son soupir d'exaltation suggèrent qu'elle éprouve une sorte de plaisir érotique, mais lorsqu'elle se réveille, il y a une grosse tache de sang qui révèle plutôt beaucoup de douleur. Cette scène soulève une problématique importante. Alors que dans la première séquence du rêve, le rapprochement entre sein et maternité évoque la joie et l'apaisement, la deuxième partie qui relie sein et sexualité évoque plutôt le mal avec un grand M. La femme qui éprouve du plaisir sexuel est donc démonisée. Le corbeau est d'ailleurs un animal qui incarne le messager des ténèbres. Le film The Lords of Salem, produit par Rob Zombie en 2012, offre aussi une image intéressante de la sorcière. Comme dans The Witch, on se retrouve avec une histoire où de vieilles sorcières laides usent de leur sorcellerie pour amener une jeune femme blonde dans leur rang. Alors que dans The Witch, il s'agit d'une jeune adolescente de famille qui se fait appeler par les voix de la forêt, le personnage de Heidi dans Lords of Salem est une femme indépendante qui vit seule en appartement. Cette liberté féminine est d'ailleurs annoncée d'emblée lorsque Heidi nous est présentée pour la première fois complètement nue couchée sur son lit. Évidemment inspiré des histoires de chasse aux sorcières à Salem, le film de Zombie raconte l'histoire de 4 sorcières qui vengent leur mort en organisant un suicide collectif auquel participe Heidi. Dès la rencontre de ce personnage, on comprend qu'il s'agit d'une sorte de sorcière moderne. C'est une femme marginale qui anime une émission de radio rock qui sera le lieu de diffusion d'un disque envoyé par les sorcières, sur lequel on retrouve ceci. Une chanson bien obscure et enivrante qui deviendra la trame sonore principale du film. Je sais pas si ça... Cette musique guide les Modern Witches de Salem. Moi, je pense que vous avez vu comment c'était perturbant. Qui deviendra la trame sonore principale du film. Cette musique guide les Modern Witches de Salem vers une salle de théâtre où est prévu le concert des Lords of Salem, qu'on croit être le groupe ayant produit la chanson, mais finalement c'est les 4 vieilles sorcières. Et c'est à ce moment que le suicide se déroule dans une scène très bizarre. Si vous n'avez pas vu ce film-là, je m'excuse, je peux comme pas vous le raconter parce que ça se raconte pas, c'est vraiment weird. Mais c'est vraiment cool, si vous l'avez pas vu, regardez ça. Le rapport entre femme, nudité, érotisme et satanisme est montré tout au long du film. Une scène de rituel montre les sorcières qui sont évidemment nues et qui profèrent des paroles blasphématoires. Une autre scène montre Heidi chevauchant un bouc noir à la manière d'un rodéo sur un catwalk qui rappelle celui d'un bar de danseuse, nue. La scène du suicide à la fin qui ressemble à une sorte de cauchemar présente le groupe de femmes dénudées ne portant sur leur tête que des masques d'animaux ténébreux comme le bouc, le hibou ou les reptiles, sans compter toutes les scènes qui sexualisent Heidi en nous la présentant nue ou en la plaçant dans une scène cauchemardesque de viol au cœur de l'Église catholique, scène durant laquelle le prêtre ira jusqu'à lui dire « You are a filthy whore of Satan ». L'amalgame putain et Satan revient à quelques reprises durant le film. Une des sorcières annonce même « Sisters, all together we desecrate the virgin whore, blaspheme the Holy Spirit ». Ce dernier énoncé est parfaitement illustré avec l'une des dernières scènes qui parle d'elle-même. Heidi se retrouve en réincarnation de Marie debout sur une montagne de femmes suicidées et nues. Finalement, The Lords of Salem fait se rencontrer les deux types de sorcières, soit les vieilles sorcières issues des histoires de chasse aux sorcières classiques, et celles modernes qui se rendent au concert de Lords of Salem, ces femmes marginales, ingouvernables, qui s'intéressent aux éléments obscurs, underground ou tabous de la vie. Ces sorcières marginales et ingouvernables sont du même type que celles que l'on retrouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui, celles qui créent des images, des œuvres, et qui les partagent sur les différents fils d'actualité. Comme plusieurs autres choses, la figure de la sorcière a beaucoup gagné en popularité à l'ère du numérique. Elle se retrouve partout dans les films et les séries. Je pense notamment aux œuvres dont j'ai parlé, mais aussi à la série American Horror Story qui a consacré une saison complète aux histoires de sorcières. Mais on la retrouve aussi dans les œuvres littéraires et visuelles, en plus de remarquer un nouvel intérêt du monde de la mode pour les vêtements de sorcières. Les boutiques en ligne vendent désormais des t-shirts, des robes, des accessoires inspirés de symboles de la sorcellerie ou carrément des sorcières. S'identifier comme sorcière ne passe pas seulement par la pratique de rituels, mais aussi par une image particulière, des vêtements aux couleurs sombres, des accessoires ornés de cristaux, etc. Si la sorcière portait jadis un chapeau crochu et des bottines pointues, elle porte désormais une paire de Doc Martens et une cape noire. En se réappropriant l'esthétique de la sorcière, les Modern Witches insistent qu'elles se réapproprient aussi leur corps et donc leur sexualité. Cela se remarque lorsqu'on navigue sur les différents réseaux où l'on trouve de nombreuses pages qui regroupent des communautés de sorcières partout dans le monde, dont plusieurs qui publient des images et des gifs qui amalgament érotisme, satanisme et sorcellerie. Je pense notamment aux pages Satan's Girls, Satanic Gold Girls ou Hotter Than Hell. On pourrait croire qu'il s'agit encore de représentations négatives de la sexualité féminine, mais ces images sont partagées majoritairement par une communauté de femmes qui se retrouvent entre elles
pour se découvrir, discuter, s'encourager et s'aider. Lorsqu'on visite ces pages, on pourrait s'attendre à retrouver des commentaires d'internautes masculins qui critiquent positivement ou négativement les photographies publiées. Évidemment, on retrouve quelques commentaires douteux, mais on lit surtout des commentaires de femmes et de filles qui apprécient les images, qui s'y reconnaissent et qui se posent des questions entre eux. Par exemple, où est-ce que tu as trouvé ce collier-là? Comment tu as teint tes cheveux de cette manière-là? Et toutes sortes de trucs similaires. Donc, les filles se complimentent entre elles et échangent des informations concernant les magasins et les marques de vêtements privilégiés pour réussir le look evil. D'ailleurs, la plupart des images partagées sont celles envoyées par les internautes elles-mêmes. Ces pages sont donc plutôt des lieux d'empowerment où les femmes, souvent plus marginales, se retrouvent entre elles. Autrement dit, ces sorcières modernes qui partagent des images à la fois érotiques et sataniques se réapproprient la figure de la sorcière pour mieux se réapproprier leur personne. Cette réappropriation du corps féminin sexué est aussi remarquable dans les œuvres de certaines illustratrices qui sont très actives sur les réseaux comme Instagram ou Facebook. L'artiste et tatoueuse bien connue Mélodie Perrault en est un excellent exemple. Les œuvres de cette dernière revendiquent une liberté sexuelle féminine à travers des représentations de diablesses et de sorcières nues, dans des poses parfois banales, quotidiennes, autrefois plus érotiques, style boudoir. Ces œuvres communiquent si bien avec les femmes qui suivent ces fils d'actualité que ces dernières se font tatouer les illustrations de l'artiste. Le tatouage étant lui-même, évidemment, une excellente manière de se réapproprier son corps. D'ailleurs, une majorité de sorcières modernes se fait tatouer tôt ou tard des symboles occultes ou des images issues de l'imaginaire des sorcières, comme pour bien identifier leur appartenance à cette communauté de femmes. En s'identifiant comme sorcière par le biais de vêtements spécifiques ou de tatouages, les femmes utilisent l'imaginaire de la sorcière comme arme de combat. En se réappropriant cet imaginaire, les Modern Witches transforment la figure de la sorcière, de la laidronne qu'on accusait de défiance sexuelle à la femme fatale et ingouvernable qui est en plein contrôle de son corps et de sa sexualité. Une autre illustratrice qui a su se faire connaître à l'aide des réseaux est l'artiste Stellar Luna. Elle est bien connue pour ses images féministes qui représentent les girl gangs, par exemple, mais elle a aussi publié plusieurs illustrations qui renvoient aux sorcières et à l'érotisme. Les œuvres de Stellar Luna sont, elles aussi, portées par les followers, puisque cette dernière vend des t-shirts et des sacs à l'effigie de ses illustrations. Finalement, les artistes derrière les contre-regards coupables et Petite Luxure ont tous les deux fait un rapprochement intéressant entre une des positions de la main lorsqu'une femme se masturbe et le signe bien connu du Devil's Horn, généralement brandi par les métalleux et métalleuses durant un concert de métal et qui représente bien évidemment les cornes du diable. L'analogie masturbation féminine et satanisme ici n'est pas innovante, mais ce qui est intéressant avec l'œuvre de Regard coupable, par exemple, c'est qu'elle est devenue une petite épinglette portée par plusieurs femmes qui affichent clairement leur liberté sexuelle. En s'identifiant ainsi, les femmes qui portent la pine de Regard coupable ou tout autre vêtement ou accessoire affichant un imaginaire érotique de la sorcière, reprend l'analogie négative féminine égale déviance et satanisme pour en faire un symbole de force et d'indépendance, un archétype d'ingouvernabilité. Finalement, l'interprétation que l'on fait désormais de la sexualité féminine a beaucoup changé, bien que de nombreux puristes critiquent sévèrement les femmes sexuellement épanouies et qui osent se masturber. On remarque sur les réseaux sociaux et dans les œuvres de création contemporaine une réappropriation de cette sexualité et du corps féminin qui passe par une réappropriation de l'image de la sorcière. Alors que The Witch et The Lords of Salem tracent un excellent portrait de l'imaginaire érotique de la sorcière illustrant du coup la pensée générale entourant la sexualité des femmes, les illustratrices et les Modern Witches actives sur les réseaux sociaux reprennent ces représentations moyenâgeuses pour en faire plutôt des images puissantes qui symbolisent l'épanouissement sexuel féminin. Que ce soit avec un balai, des mains ou un godemichet, les femmes ingouvernables que sont les sorcières ne manquent pas de répondre à leurs propres besoins, tout comme le faisaient les femmes à l'époque et que l'on accusait de sorcellerie. Assurément, les sorcières modernes sont bien ce qu'elles affirment être, soit « the granddaughters of the witches who could not be burned ».